Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, ou en pleine nuit, à 3h54 du matin, je vais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte un peu long que j'ai écrit, un texte sur la taille humaine, mais qui est en vérité un prétexte pour passer un peu en revue euh, l'importance de la nutrition et de l'alimentation dans le développement des individus. Alors c'est un texte de vulgarisation, mais je débroussaille un peu la nutrition et je fais tomber pas mal d'idées reçues sur le véganisme ou sur le lait. Voilà. Alors je vais vous lire ce petit texte qui en était un texte pour vous faire réfléchir et pour vous montrer que nous sommes tous différents et que nous sommes les enfants, si vous voulez, du climat, les enfants de la géographie, les enfants du milieu dans lequel nous vivons, et que ce milieu nous a formés et nous y sommes adaptés. Alors évidemment, certaines personnes, par métissage, par déplacement, se retrouvent dans d'autres milieux, mais la façon dont nous nous alimentons et notre tolérance aux aliments varie en fonction de notre génétique, donc du vécu de nos aïeux. Donc des mutations qui ont été sélectionnées pour s'adapter à certains milieux. Alors évidemment, l'homme ne reste pas toujours sur place, il bouge. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on se retrouve avec des gens qui ont des tolérances à certains produits, d'autres qui ont des intolérances à d'autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont sûrement changé de milieu ou par le fait du métissage, ils ont récupéré des intolérances de la maman ou du papa, ou des tolérances du papa ou de la maman, parce que leurs ancêtres étaient adaptés à certains milieux dans lesquels ils ne sont plus. Voilà. Donc je vais vous lire ce petit texte et vous allez comprendre. Alors je ne suis pas un grand liseur, je le redis encore. Liseur, ça ne veut pas dire qu'il lit pas de livres. Un liseur, c'est à l'époque, autant jadis, quelqu'un qui lisait à haute voix, la différence du lecteur qui, lui, est quelqu'un qui lit quelque chose. Mais bien sûr, liseur, c'est utilisé aussi aujourd'hui pour dire lecteur, mais autant jadis, c'était utilisé pour ceux qui lisaient à haute voix pour les autres. Donc, petite vidéo. Les grands et les petits. L'abondance calorique a une influence fondamentale sur la taille des individus. Sans une alimentation riche, pas de grande population. Et si manger sa soupe ne garantit pas une taille élevée, celle-ci dépendant avant tout d'une programmation génétique sur la vitesse de croissance des tissus, sans un apport constant et riche en nutriments, l'individu ne pourra pas se développer en taille et en volume. L'exemple des populations nordiques est très intéressant à étudier. Les habitants du nord de l'Europe, plus précisément du pourtour sud-baltique, en s'étendant un peu vers l'ouest, vers la mer du Nord, c'est-à-dire les Hollandais, les Danois et les Allemands du Nord, sont parmi les populations les plus grandes de la planète. La raison en est simple. L'apport calorique important et constant pendant des millénaires, favorisant la conservation des grands individus plus capables de s'imposer socialement par leur puissance physique et leur capacité productive. Cet apport calorique constant est dû au climat froid et humide de cette zone nord-européenne couverte de vastes prairies herbeuses favorisant l'élevage bovin et surtout la production laitière. Les populations sud-baltiques sont d'ailleurs dans les premières populations à avoir élevé les bovins pour leur lait, car l'herbe grasse est le principal aliment des vaches, et en climat pluvieux favorisant les vastes prairies herbeuses, les vaches peuvent produire en surabondance d'herbe une grande quantité de lait. Lait que les hommes peuvent utiliser en permanence pour enrichir leur alimentation. Cet apport de laitage constant entraîna la conservation de certaines mutations, car en l'absence de pénurie alimentaire, les mutations entraînant la croissance des tissus permettant une augmentation de taille par croissance du système musculo-squelettique furent conservées. Les hommes ayant ces mutations purent d'autant plus se développer en taille
que l'apport important en calcium du lait favorisait cette croissance osseuse programmée, et les protéines des laitages permettaient le bon développement musculaire des individus. Cette surabondance de calcium, de protéines et de graisses tirées des laitages était de plus complétée par l'élevage du cochon, issu des sangliers sauvages, et de la pêche, apportant en abondance graisses et protéines, faisant des hommes du Nord un peuple de géants buveurs de lait, mangeurs de saucisses et de poissons fumés. Vivant dans l'abondance calorique, ces peuples du Nord durent tout de même passer par une phase sélective, éliminant les individus les moins aptes à la digestion et à la métabolisation de ces aliments. C'est ainsi qu'une mutation permettant la digestion du lactose, un des sucres contenus dans le lait, apparut très tôt dans ces populations. En l'absence de cette mutation entraînant la production d'une enzyme digestive, l'enzyme lactase, les individus sont dans l'impossibilité de digérer le lactose et souffrent de désordres intestinaux, de flatulences, de diarrhée, d'hypermucosité bronchique et pulmonaire plus ou moins sévères. Les individus ne possédant pas cette mutation furent donc progressivement éliminés, car moins viables que les autres. Il faut savoir que dans les climats humides et froids, une bronchite accompagnée de désordres intestinaux dus au lait peut très vite, par affaiblissement du système immunitaire, dégénérer en pneumonie et entraîner la mort prématurée de l'individu, celui-ci du coup ne transmettant pas son patrimoine génétique. Ces populations nordiques sont donc programmées pour devenir grandes et massives, et toute leur biologie s'est transformée par sélection de mutations pour digérer et métaboliser le lait de vache et les graisses animales. Ces populations nordiques sont donc des populations très particulières supportant sans problème le lait de vache, initialement prévu pour le veau, ainsi que les graisses animales. Et les individus composant ces populations ont besoin, pour réaliser normalement leur croissance, d'un important apport énergétique d'origine laitière et porcine. Régime alimentaire qui pourrait pour d'autres populations vivant dans d'autres milieux s'avérer à plus ou moins long terme fatal. Il est intéressant de mettre en corrélation l'alimentation de ces populations nord-européennes et celle des populations du sud de l'Inde, pour comprendre que toute notre biologie est façonnée par le climat, et en fonction de nos origines et de notre patrimoine génétique, ce qui est bon pour l'un peut être un poison pour l'autre. Une partie de la population du sud de l'Inde est partiellement végétarienne, et a la particularité d'arriver à synthétiser parfaitement les acides aminés et les acides gras essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, à partir d'une nourriture végétale, ce qu'un Européen du Nord est le plus souvent incapable de faire. Si pour des raisons morales de respect de la vie animale, ou par effet de mode, pour suivre les conseils d'un gourou branché, l'Européen tente de se passer de produits animaux, il y a de fortes chances qu'à plus ou moins long terme, il tombe vite en carence nutritionnelle sévère, entraînant de graves troubles de santé. A contrario, un petit Indien originaire du sud de l'Inde et presque totalement végétarien aura de fortes chances de voir son organisme se dégrader s'il poursuit un régime riche en protéines et en graisses animales, ce qui déclenchera chez lui des allergies digestives et respiratoires et une dégradation des vaisseaux suivie d'athéromes pouvant être fatales, athéromes dus à l'excès dans le sang de graisse et d'autres déchets consécutifs à des difficultés pour l'organisme de métaboliser les protéines et les graisses animales et ensuite de filtrer et évacuer ces déchets métaboliques. Ce qui est bon pour les uns peut être mortel pour les autres, et un Indien issu d'un peuple à la génétique sélectionnée depuis des millénaires pour se nourrir essentiellement de végétaux verra sa santé se dégrader extrêmement rapidement s'il prend l'habitude de manger comme un Allemand du Nord. De la même façon, si vous privez, pour des raisons de mode alimentaire vegan ou pour des causes morales contre nature, un Allemand du Nord de ses wursts matinales et de ses laitages, vous risquerez fort d'entraîner chez lui de graves carences nutritionnelles, avec affaiblissement général du système nerveux et du système musculo-squelettique, et son corps programmé génétiquement pour devenir grand et massif, privé d'apport de calcium issu du laitage, les ostéophytes de son squelette ne pourront pas produire la trame osseuse solide, entraînant des os poreux et fragiles, des déformations squelettiques et des fractures. Ces programmations génétiques, pour devenir grand, c'est-à-dire une programmation génétique accélérant la vitesse de développement des cellules et allongeant la durée de la croissance, se retrouvent dans toutes les populations vivant depuis des siècles en abondance énergétique. C'est le cas en Afrique
des peuples pasteurs d'Inca, Peuls et Maasai, qui, comme certains peuples du nord de l'Europe, ont construit leur civilisation autour du lait. La forte luminosité équatoriale, associée à une nourriture riche et à l'apport de calcium issu du lait de leurs vaches, ces peuples de pasteurs ont vu la conservation des gènes accélérant et prolongeant la croissance, faisant d'eux les populations les plus grandes d'Afrique et ayant de plus la particularité, comme beaucoup d'Européens du Nord, de digérer parfaitement le lactose contenu dans le lait grâce à l'enzyme lactase, conservation de certaines, grâce au lait, lactose contenu dans le lait, grâce à l'enzyme lactase, qui est due à la conservation de certaines mutations. Petite erreur dans mon texte que je rectifierai pour mon livre, bien sûr. Et oui, il y a parfois des petites coquilles qui se glissent. La haute stature des peuples est donc toujours en rapport avec une abondance calorique se prolongeant sur de nombreuses générations. Abondance calorique elle-même due au milieu et au progrès en agriculture et en élevage des peuples. Récemment en Chine ont été découverts des tombes datant de plus de 5000 ans et contenant les restes d'individus exceptionnellement grands pour l'époque. Ces individus étaient des géants pour l'époque avec des squelettes de plus d'1,80 m, certains atteignant même plus d'1,90 m. La taille moyenne en Chine étant à cette période du néolithique aux alentours du 1,70 m. Les causes de cette stature élevée sont évidemment la conservation de certaines mutations accélérant la croissance des tissus associés à des progrès en agriculture et en élevage apportant les calories et les nutriments permettant cette croissance programmée génétiquement. C'est en effet à cette période que la maîtrise de la culture du millet et de l'élevage du porc permirent au peuple de cette région de Chine d'acquérir une abondance alimentaire qui se prolongea assez longtemps pour voir se maintenir la conservation des mutations générant des géants. Si, comme nous l'avons vu, les grands sont conservés en cas d'abondance calorique, lors des crises énergétiques entraînant une baisse de l'apport calorique par individu, ce sont les petits qui sont avantagés. En effet, les grands organismes consommant plus que les petits, et lors de ces crises, ce sont les grands et les costauds qui ressentent les premiers les effets du manque énergétique. Leurs grands organismes, ayant besoin de beaucoup de nourriture pour fonctionner correctement, ils sont les premiers à ressentir la crise énergétique, à faire des carences nutritionnelles générant à plus ou moins long terme la dégénérescence et parfois la mort de ces grands individus peu économes. Ce phénomène est tristement vérifiable et connu des prisonniers des camps de concentration nazis et des goulags d'Union soviétique, où tout le monde savait que les grands costauds étaient les premiers à mourir des suites des restrictions alimentaires drastiques. C'est ainsi que les peuples des régions à port énergétique restreinte, où les peuples ayant subi des crises alimentaires sévères et répétées, ont souvent une taille inférieure aux peuples vivant dans un milieu riche et stable. Les petits à métabolisme lent et peu consommateurs d'énergie, résistant mieux que les grands aux restrictions alimentaires. Le cas de certaines populations du centre de la France est intéressant à étudier. Globalement, les habitants de ces régions sont de corpulence très moyenne. Les femmes de ces régions possèdent, comme presque toutes les femmes du monde, des réserves de graisse fessière, localisation typiquement féminine et qui sont en réalité des réserves énergétiques dans lesquelles puise la maman lorsqu'elle porte et allaite son enfant. Mais les femmes de ces régions ont la particularité d'associer à ces localisations graisseuses fessières une texture de peau rappelant l'écorce de l'orange, ce que l'on appelle de la cellulite ou de la peau d'orange. Cette peau d'orange n'étant qu'un système de conservation par compression de la graisse fessière qui, grâce à de petits câbles, des tractus fibreux de collagène qui vont de la peau à l'enveloppe du muscle, entraîne la compression de la graisse et des adipocytes, qui sont des cellules graisseuses, et des adipocytes, et empêchant justement... Alors je refais mon texte, c'est pas un grand leader. Cette peau d'orange n'étant qu'un système de conservation par compression des graisses fessières qui, grâce à de petits câbles, des tractus fibreux de collagène qui vont de la peau à l'enveloppe du muscle, et entraîne la compression
de la graisse si les adipocytes, qui sont des cellules graisseuses, viennent à se développer. Petite erreur, encore une fois. Je le corrigerai pour mon livre. Cette particularité anatomique comprime du même coup, dans la graisse, les vaisseaux sanguins, bloquant ainsi les voies d'acheminement énergétique, rendant difficilement utilisables ces graisses fessières pour l'organisme, si ce n'est qu'en cas de crise calorique sévère, quand les autres graisses ont déjà été utilisées, permettant ainsi à ces femmes, possédant ces particularités, de conserver de l'énergie pour elles et leurs enfants en bas âge, en cas de restriction calorique se prolongeant, c'est-à-dire pendant les disettes et les famines qui touchèrent de nombreuses fois ces régions. Les peuples portent donc sur leur corps, dans leur physiologie, leur constitution et leur taille, les marques de l'abondance ou de la pauvreté dans lesquelles vécurent leurs aïeux. Si les petits sont avantagés pour survivre en milieu pauvre, car plus économique, il arrive parfois que certaines mutations, entraînant un ralentissement de la croissance et une limitation de la taille, se conservent dans des populations sans que celles-ci aient souffert de carences énergétiques. C'est le cas des populations pygmées des forêts d'Afrique équatoriale qui vivent dans un milieu extrêmement riche et giboyeux. La particularité de ces forêts luxuriantes, regorgeant de gibier et de végétaux comestibles, sont d'être aussi riches en parasites et microbes en tout genre, obligeant les organismes à s'adapter en permanence par sélection de mutations à toute cette flore microbienne, elle-même en mutation, permanente, pour s'adapter aux êtres sur lesquels elle vit. Dans cette nature luxuriante, la lutte pour la vie entre la vie elle-même fait rage. Et la vitesse d'adaptation par sélection des mutations est souvent une des bases de la survie des espèces. C'est visiblement cette stratégie évolutive qui est la cause de la petite taille des pygmées. Vivant dans un milieu d'abondance calorique extrême, mais confrontés à une flore microbienne abondante et dangereuse, les pygmées ont optimisé leur possibilité d'adaptation à cette abondance bactérienne, virale et parasitaire par leur petite taille. Petite taille permettant d'augmenter le nombre d'individus sur un territoire sans en épuiser les ressources, facilitant par là l'augmentation du nombre de mutations au sein de la communauté et ainsi augmentant la diversité génétique du groupe, permettant à celui-ci de s'adapter plus rapidement à la pression microbienne en sélectionnant les individus les plus résistants. C'est ainsi que si globalement les petits hommes vivent sur des milieux pauvres pour survivre aux carences et ne pas épuiser leur milieu, et que les grandes populations attendez, je vais vous la refaire parce que j'ai un message Facebook qui s'est collé. C'est ainsi que si globalement les petits hommes vivent sur des milieux pauvres pour survivre aux carences et ne pas épuiser leur milieu, et que les grandes populations vivent dans des milieux riches permettant la conservation des grands individus consommateurs d'énergie, il arrive parfois que pour des raisons de diversification génétique, face à la prédation de la vie elle-même, les petits se conservent en milieu riche. Voilà, alors petite vidéo où je vous ai lu un texte. Alors j'ai fait pas mal de coquilles dans ce texte parce que je l'ai placé rapidement sur mon Facebook, je n'ai pas eu le temps totalement de le corriger, je le corrigerai plus tard, je vais le corriger ce soir ou demain, pour qu'il soit parfait pour le livre, mais j'espère que vous avez à peu près compris que notre corps, notre système digestif est marqué par le milieu, est marqué par l'alimentation, et que un Allemand du Nord ne fonctionne pas comme un petit Indien, et vouloir faire manger végétarien un Allemand du Nord, c'est presque un suicide, c'est le tuer. Donc, et inversement, faire manger un petit Indien du sud de l'Inde un régime de wurst, d'œufs au plat, de bacon le matin, c'est le tuer à plus ou moins long terme, et que chaque individu a une génétique qu'il doit respecter. Alors bien sûr, dans ces périodes de métissage, dans ces périodes de mélange, il est plus dur de trouver ce qui nous va ou ce qui ne nous va pas, puisque c'est à nous de faire des expériences. Nous sommes déplacés, nous avons des parents, pas moi, des parents qui viennent de plusieurs régions du monde, donc n'ont pas forcément les mêmes tolérances aux graisses,
aux aliments en tout genre, hein, parce que par exemple j'aimais bien citer l'exemple d'un Africain qui me parlait justement de son adaptation aux graisses saturées. Alors en Afrique, il y a beaucoup de parasites dans les animaux, comme je l'ai dit, et il y a une tradition, c'est de manger les aliments j'ai déjà dit dans des vidéos, en les faisant frire. Et justement, cette personne me disait que elle avait, africaine, hein, elle avait voulu suivre justement les régimes où on ne mange plus de graisses saturées qui sont mauvaises pour la santé. Et bien, malheureusement, quand il a essayé de faire ça, il m'a dit j'ai perdu de la force, je ne me sentais pas bien, et j'ai tout de suite repris les fritures, et tout de suite j'allais mieux. Alors il y a de fortes chances que ces individus qui depuis de nombreuses générations mangent d'une certaine façon aient réalisé justement des tolérances à certains aliments qui sont pour d'autres très dangereux, et que le fait de les couper de ces aliments qui sont des poisons pour certaines populations est pour eux justement mauvais, et qu'ils ont besoin des fois de graisses saturées dans leurs alimentations, un peu comme les poulets frits du Kentucky, les KFC que l'on voit dans les quartiers africains, parce que les Africains sont attirés par la viande sèche, souvent les Africains subsahariens, et par les fritures, parce qu'il n'y a pas de viande grasse en Afrique, et en plus on frit les aliments, donc ils ont visiblement généré des résistances aux graisses saturées, et même ils en ont peut-être même besoin pour faire fonctionner leur corps. Pareil pour les allergies au lait, on parle des allergies au lait, mais il n'y a pas que des allergies au lactose, il y a des individus qui n'ont pas, qui font des allergies à certaines protéines du lait, pas uniquement au lactose. On peut avoir l'enzyme lactase, mais développer aussi certaines allergies au lactose et au lait, mais plutôt à certaines protéines de lait. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, ce n'est pas uniquement le lactose, des fois on peut avoir des allergies qui sont au lactose, plus aux protéines de lait, d'autres qui sont uniquement au lactose. Donc, vous voyez, c'est très complexe, et il faut vraiment prendre du recul sur son alimentation et essayer de s'analyser en fonction de ce que mangeaient nos parents ou nos grands-parents, on va dire, hein, puisque nos parents mangent peut-être différemment de nos grands-parents, mais nous avons quand même des adaptations. Alors, je voulais parler aussi des tailles. Hein. On disait que les Hollandais étaient des peuples qui étaient les plus petits en Europe avant, au siècle, pas au siècle dernier, mais au 19e siècle. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu des guerres en Europe, et que quand il y a des restrictions caloriques, les individus, même avec des programmations pour être grands, ne se développent pas et restent petits, puisqu'il n'y a pas de briques pour construire cet organisme, même si celui-ci est programmé pour être grand. Mais la programmation reste dans ces individus qui ont eu, ces Hollandais, une programmation de buveurs de lait, et même s'ils ont pendant quelques temps des restrictions, ils vont diminuer en taille, mais il reste ce qu'on appelle la mémoire génétique, l'épigénétique, qui fait que quand ils vont se retrouver avec une certaine alimentation, ils vont repousser en taille beaucoup plus qu'un peuple qui n'aura pas eu auparavant, justement, développé ses programmations pour être grand. Donc, il y a nos programmations génétiques, il y a aussi des carences plus récentes qui font qu'on devient plus petit, mais il reste ces programmations pour être grand dans les peuples qui repartent à ce moment-là quand il y a de nouveau assez d'alimentation, et quand l'alimentation change, elle devient plus riche. Vous voyez, ça s'appelle l'épigénétique. Donc, nous avons comme ça une mémoire en nous, une mémoire génétique des tolérances de nos ancêtres aux aliments. Voilà. Petite vidéo, j'espère que vous avez compris un peu qu'il faut prendre du recul sur les gourous, sur tous ceux qui vous disent qu'il faut manger végétarien, qu'il ne faut pas manger de viande. Ça, c'est moralement compréhensible, mais c'est pas toujours réalisable, et tout ça dépend justement de votre génétique. Il y a des gens, comme les Italiens, les Méditerranéens, qui supportent très bien un régime faiblement carné avec peu de viande dedans. Ils mettent de la viande juste pour parsemer leur blé en vérité, pour aromatiser leur blé. Si on va en Italie, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de légumes, mais il y a beaucoup moins de viande que ça. Il y a du poisson, il y a des pizzas au poisson, des pizzas avec peut-être
un peu de fromage, des pizzas avec un peu de viande, mais majoritairement, c'est de la pâte de blé. Et les Italiens ont culturellement une alimentation basée sur le blé et ont une génétique basée sur l'assimilation, la métabolisation du blé, hein, la capacité à digérer cette céréale que d'autres peuples n'ont pas, d'où le problème des allergies au gluten. Alors certains vous diront oui, mais les modifications génétiques, oui, mais il y a des gens qui ne supportent, qui ne verront pas tellement l'effet de ces modifications génétiques et les intolérances au gluten. Il n'y en a pas chez les peuples méditerranéens, ou si peu, car ils ont basé leur civilisation sur le blé et le gluten, si vous voulez. Donc, il faut prendre du recul, mais savoir, par exemple, qu'un Allemand du Nord, ou même un Russe, aura peut-être plus d'intolérance au gluten, puisqu'on passe avec d'autres céréales, comme le kasha, hein, kasha qui est le sarrasin, des fois, hein, qui sont des céréales sans gluten. Donc, on voit hein, qu'il y a différentes génétiques qui ont été sélectionnées par différents milieux et la nourriture qu'il y avait dessus, hein, bien sûr, qui pouvait pousser sur ces milieux. Voilà, petite vidéo, 26 minutes, 26 minutes de savoir, 26 minutes pour remettre en place les idées des gens, hein, remettre en place les dogmes, hein, dégager les dogmes quand ils sont faux. Hein. Être végétarien, c'est bien, mais c'est pas possible pour tout le monde. Hein. C'est quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. C'est une des règles du monde. Quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. La génétique est plus forte que tout. Voilà. Petite vidéo de 27 minutes, petite vidéo du soir espoir. Excusez-moi pour les petites erreurs dans le texte, mais c'était un long texte et j'aime pas trop lire, c'est lire à haute voix. Hein. Autrement, lire, ça ne me dérange pas. Voilà, parce qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas, qui disaient oui, d'ailleurs, il ne lit pas. Donc, je lis, je fais des recherches et ma vie, mon travail est une recherche et la recherche est ma joie. La joie de découvrir et de savoir où je vis, qui je suis, avant de disparaître. À bientôt.